Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de la Côte Imo, une émission, vous le savez, coproduite par Bismart et Radio Imo. Bonjour Sylvain, ravi de vous retrouver vous aussi. Bonjour Eva, comment ça va aujourd'hui? Très bien, et vous? Voilà, mais je suis ravi d'être avec vous. La Côte Imo va s'habiller en green. Voilà, on est en noir, mais on va s'habiller en vert. La green value, comme on le dit bien souvent, la valeur verte de l'immobilier. Plus de débat là-dessus. C'est chaque mardi, on aborde cette thématique pour toutes les personnes qui ont cette sensibilité environnementale. Ce sont des problématiques écologiques qui retentissent en effet comme un signal d'alarme. On l'a vu la semaine dernière avec des pics de chaleur jamais vus. Il n'y a plus de débat là-dessus. Alarme au visage parfois enfantin, parfois de Greta Thunberg par exemple. Par exemple, exactement Sylvain. Dans le détail, aujourd'hui, on parlera des difficultés posées par la complexité du nouveau diagnostic de performance énergétique et dans un second temps, des engagements relatifs au Green Deal par certaines entreprises avec le gouvernement. Pour en parler justement aujourd'hui, nos deux invités seront Jean-Christophe Protet, président de Sidiane, ainsi que Laurence Battle, présidente de Foncia ADB. Ne bougez pas, la Côte Imo, c'est tout de suite. De retour sur le plateau de la Côte Imo. Merci d'être avec nous pour ce mardi, green. Voilà, on va parler green, diagnostic de performance énergétique. Je ne sais pas si vous avez, ma chère Eva, eu l'occasion d'en faire un. C'est juste une grande galère parfois. Un mot assez récent. Rappelons que ce qu'on appelle le DPE a été mis en service en 2006. Et oui, créateur d'un nouveau métier, celui de diagnostiqueur immobilier. Comment la profession s'adapte au paradigme imposé par des changements induits par la loi climat et résilience qui a été adoptée le 21 août 2021. Sur le pan de cet outil, la maîtrise des dépenses d'énergie, la lutte contre le changement climatique. On va examiner ce qu'est le DPE. La réponse avec notre invité Jean-Christophe Protet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Sidiane, le syndicat interprofessionnel du diagnostic immobilier. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est une profession qui s'est organisée, on l'a vu. Vous avez beaucoup évolué sur ces dernières années grâce à ces lois qui vous forcent dans une certaine mesure, parfois vous contraignent d'ailleurs à vous adapter. Rappelez-nous, s'il vous plaît, avec le calendrier dans lequel nous sommes entrés, qui n'a échappé à personne, quelles sont les nouveautés qui font que ce nouveau DPE, le diagnostic de performance énergétique, est plus contraignant pour les diagnostiqueurs que sa version antérieure, en sachant qu'il y a eu un petit couac, vous le savez, 1er juillet, voilà, tout de suite Emmanuel Wargon retire le DPE en nous garantissant que ceux qui l'ont, 80 000 DPE quand même concernés, vous serez remboursés, pas de souci. 1er novembre, nouveau DPE, voilà, qui intègre notamment les matériaux composés des immeubles avant 1975, si je me souviens bien. Bilan, ce nouveau DPE opposable. Alors, si on revient un peu à la genèse effectivement du DPE, c'est important. Donc le DPE, comme vous l'avez évoqué, c'est une des pièces maîtresses du volet habitat de la loi climat et résilience. Donc il est parti. Alors qu'est-ce qui a changé par rapport au DPE précédent? Donc le DPE précédent, vous l'avez rappelé, a été créé en 2006 et il avait une valeur informative. Ce nouveau DPE, donc non seulement les pratiques ont été unifiées. Avant, vous aviez une douzaine de DPE qui fonctionnaient sur des modèles différents. Maintenant, il y en a un et un seul. Donc c'est important, référence unifiée. Il est opposable, donc à savoir que le diagnostiqueur et le propriétaire engage sa responsabilité dans la production et dans la mise à disposition, dans la vente ou la location pour le propriétaire de ce diagnostic de performance énergétique. Ça veut dire que ce DPE a été doté d'un effet de recours juridique. Absolument. Et ça, c'est vraiment une arme. Ah bah c'est une arme, et alors c'est pas une contrainte, à la limite, ça revient à professionnaliser le métier du diagnostiqueur, mais effectivement, un DPE est fait de manière très professionnelle, parce que ça engage la responsabilité du diagnostiqueur et derrière du propriétaire. Et de surcroît, ce nouveau DPE, il est contraignant. Il est contraignant parce que, il y a 4 dates clés qui sont en fait le 1er janvier 2023, où les loyers des biens étiquettes F et G sont gelés. À la même date, les super passoires énergétiques, donc qui sont les étiquettes G les plus pénalisées, vont être interdits à la location.
Au 1er janvier 2025, les étiquettes G sont interdites à la location, et au 1er janvier 2028, les étiquettes F sont interdites à la location. Donc, ce qui fait que c'est quand même une contrainte, et c'est 2034 pour le D, je crois. Absolument, c'est 2034. On est sur des délais très courts et surtout extrêmement contraignants pour le propriétaire. Alors, on a chiffré le coût de la rénovation énergétique à un peu plus de 100 milliards d'euros. Alors, chiffres... Ouais. Alors, c'est le chantier du siècle. C'est Oui. le chantier du siècle. Dans ce pays, les Français n'arrivent pas à se loger, mais ça, je vous apprends rien. Non, Il y a plus de 4 800 000 passoires énergétiques estimées d'après le ministère. La FNAIM dit qu'il y en a 12 millions. Enfin bon, Ouais. on ne sait déjà pas se loger puisqu'on n'arrive pas à trouver des biens à la location. Et on a une loi qui va retirer 5 millions d'appartements s'ils ne se sont pas rénovés. Parce qu'il faut quand même dire que les propriétaires ont l'obligation de faire les travaux, de refaire passer un diagnostic pour qualifier la lettre énergétique. Est-ce que tout ça vous semble crédible? Alors, si vous raisonnez effectivement sur le volet social, parce que c'est vrai, vous évoquez les chiffres. Alors, nous, on est un peu plus modéré. On considère que c'est pas 4,8 millions, mais on est plutôt autour de 6 millions. Ah d'accord, donc, donc voilà, la FNAIM dit c'est 12, le ministère dit c'est 4,8 millions, et vous dites c'est 6. Et nous, avérés par des études statistiques. C'est le jugement de Salomon. Non, c'est simplement une étude statistique qu'on a menée sur les diagnostics qu'on a pu faire depuis le 1er septembre. Mais Jean-Christophe, il y a combien d'unités réellement concernées, quoi? C'est un vrai sujet. Oui, non mais alors, nous, notre position, c'est qu'il y en a aujourd'hui 6 millions. 6 millions. Et En pas étiquette, 4,8 millions. en étiquette F. F et G. Voilà. D'accord. C'est ce qui est quand même 1,2 million de plus que ce qui était estimé par le gouvernement. Alors, effectivement, d'un point de vue social, c'est extrêmement contraignant, mais vous l'évoquiez en introduction, on est quand même dans une problématique de réchauffement climatique qui est avérée. Donc, qu'est-ce qu'on fait, effectivement? Est-ce qu'on retire cette loi climat et résilience en se disant, le volet social va primer, ou est-ce qu'on la pousse, mais bien évidemment en conciliant le volet social et cette loi? Et pour ça, c'est le financement. Moi, je ne vois qu'une seule solution pour avancer, c'est qu'effectivement, il y a des dispositifs de financement qui soient simples, abordables, efficaces, et qui permettent de faire de la rénovation énergétique. Et vous faites des propositions dans ce sens-là, justement? Alors, sur le financement, ce n'est pas forcément notre métier. Nous, on fait des propositions sur le DPE en tant que tel déjà, parce qu'on en parlera peut-être très vite, mais c'est vrai qu'il y a eu un démarrage très chaotique de ce DPE. Vous avez évoqué les séquences. Donc, il y avait des choses à faire, Il y avait, tout de même. il y avait beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire qu'en fait, l'administration... La récolte de l'information. Voilà, l'administration a subi la pression du politique. C'est normal. Oui. Elle est faite pour ça, l'administration. Et le oui. politique voulait effectivement pousser la loi climat et résilience et les décrets en conséquence. Et ça a été sorti de manière catastrophique. Et aujourd'hui, on a encore des scories. Alors, il y a, vous avez vu dans la presse la semaine dernière, des articles de 60 millions de consommateurs qui disent c'est un cataclysme, c'est une catastrophe. Je dirais il faut un peu modérer ces propos-là. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que après 9 mois, techniquement, le diagnostic de performance énergétique est... Lequel? Celui du 1er novembre ou celui de... Non, celui du 1er juillet. Du 1er juillet transformé au 1er novembre. Voilà. Entre le 1er juillet et le 1er novembre, ça n'a pas été une réussite. Ça n'a pas été une réussite. Ça n'a pas été une réussite. Mais Le aujourd'hui, on chef peut de considérer... Le service qui était chargé au gouvernement de s'en occuper, bizarrement, il n'est plus là. C'est vrai. Voilà. Mais c'est des gens qui bougent beaucoup à l'administration. Donc... Et oui, non mais... Et donc, mais aujourd'hui, le DPE en tant que tel, on peut considérer qu'il est fiable. Et d'ailleurs, 9 mois après... Les statistiques sont comment? Les statistiques... C'est-à-dire que les volumes de DPE, il n'y a pas eu de... les volumes de DPE, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. On est au-dessus de ce qui était prévu. Oui. Voilà. Mais techniquement, on peut considérer que le diagnostic de performance énergétique aujourd'hui est à peu près fiable. Il y a eu d'ailleurs une validation définitive qui a été faite en mai, soit 9 mois après la sortie du DPE, ce qui est quand même pas forcément extrêmement professionnel. Le problème, c'est que il y a un manque de fiabilité, non pas par l'outil, mais par les pratiques. Et en particulier, sur le point le plus important, c'est la saisie de l'information. Puisqu'un DPE, en fait, vous rentrez de la donnée. Qu'est-ce que vous avez comme type de chaudière? Qu'est-ce que vous avez comme type d'isolation? Qu'est-ce que vous avez comme type de ventilation? Donc, non pas la collecte, comme je le disais, mais la saisie de l'information. Non, c'est la collecte, vous avez raison. La collecte et la saisie. Non, c'est pas la non, vous avez raison, c'est la collecte. C'est la collecte de l'information. Alors, la collecte, en fait, elle est liée au fait que le propriétaire n'a pas encore intégré
l'importance de son DPE. Ah ouais. Donc, il fournit au compte-gouttes l'information. Alors, ce n'est pas une généralité, mais c'est quand même avéré. Et de surcroît, le diagnostiqueur n'a pas encore compris lui aussi l'importance, et donc il ne va pas réclamer à corps et à cri l'information. Ce qui fait que vous avez des trous dans la raquette. Et par exemple, sur le type d'isolation, si vous dites plutôt que c'est une isolation, je dis n'importe quoi, qui fait 10 de laine de roche et c'est pas 10, c'est 20 de laine de verre, ou inversement, vous avez des résultats qui sont extrêmement contrastés. Donc il faut d'abord, première étape, sensibiliser à la fois le diagnostiqueur et le propriétaire et fiabiliser la collecte de l'information. Et à partir de là, on aura des DPE qui seront fiables et qui permettront d'avoir une vision unifiée. Puisqu'aujourd'hui, on dit, oui, vous faites ça par 3 diagnostiqueurs, il y a 3 résultats différents. Mais déjà, si on règle ce problème de collecte de l'information, si on fait, et nous on milite beaucoup pour ça, si on fait signer le propriétaire, ça l'engage encore plus, en lui disant, vous avez transmis l'information, et vous signez. C'est pas le cas. C'est pas le cas aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc on engage le propriétaire beaucoup plus. Et donc, on pense qu'on aura effectivement un diagnostic de performance énergétique fiable, efficace. Ça n'enlève en rien la problématique, effectivement, du nombre de logements étiquette F et G. C'est un autre débat. Alors justement, on a posé la question aux Français, justement par rapport à ce caractère, on va dire, un peu aussi laborieux de mise en place de ce DPE, et on a posé la question sur l'utilité du DPE. C'est une source de Harris Interactive qui a été menée en février 2022, vous la connaissez peut-être. Oui, le DPE est jugé plutôt utile par 39% des Français et très très utile par 47%. Donc on voit bien qu'il y a, on va dire, pas trop de débat sur l'utilité. En tout cas, elle n'est pas remise en question par les utilisateurs eux-mêmes. On vous reproche souvent, parfois, dans vos métiers qui se sont construits, la fiabilité des diagnostics, la formation. Il y a eu une publication, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans 60 millions de consommateurs de ce mois-ci, de fustiger la qualité du diagnostic de performance énergétique. Vous êtes parfois attaqué de façon injuste, il faut le dire en grande majorité, puisque je connais bien votre secteur. Comment rétablir un peu l'équilibre entre la relation que vous avez vous-même, Jean-Christophe, avec vos propriétaires, mais aussi vos mandants, qui sont souvent les agents immobiliers eux-mêmes. Alors, vous avez raison quand même de préciser que la grande majorité des diagnostiqueurs sont quand même des professionnels. Et oui, bien leur boulot. Oui. Alors, effectivement, vous avez, pour les raisons évoquées, la difficulté de collecte de l'information, peut-être parfois des pratiques non avouables, quelques diagnostiqueurs qui ternissent l'image de la profession. Mais il faut traiter ce problème-là. Donc vous l'évoquez, c'est formation, mais au-delà de la formation, il faut mettre en place un système de surveillance. C'est très important. Aujourd'hui, on travaille en boucle ouverte. En mode commission de discipline, par exemple ? Non. Il faut, de manière aléatoire, pouvoir contrôler la production d'un diagnostiqueur. Ça se fait dans d'autres métiers. Ça se fait dans d'autres métiers tierces parties. Par exemple, si vous prenez l'exemple des vérifications électriques réglementaires, le ministère, tous les ans, contrôle la production des entreprises qui ont une accréditation et un agrément, et ça fonctionne très bien. Et il faut aller dans un modèle un peu identique. Alors simple, adapté au métier du diagnostiqueur, mais je pense que ça normalisera la relation et ça permettra effectivement de mieux contrôler la production. Alors, il y avait prévu la mise en place d'un super DPE au 1er septembre 2022. Alors, c'est quoi ? C'est une super nouvelle C'est pas un super DPE, ça s'appelle un audit énergétique. Donc, effectivement, la loi climat et résilience prévoit que dans le cadre de monopropriété étiquette F et G, le propriétaire a obligation de faire un audit énergétique. D'accord. Donc, qui est un super DPE. Monopropriété, à ceux qui nous écoutent, c'est vous êtes propriétaire d'un immeuble, tant mieux pour vous, en bloc. Non, l'audit énergétique, c'est pour principalement les maisons individuelles. D'accord. Et pour les propriétaires d'immeubles, pareil ? Non, c'est pas du tout le même sujet. C'est pas le même sujet. Et on est dans la même configuration que le DPE. On n'est aujourd'hui pas prêt, je l'affirme. On a eu des discussions avec le ministère dans ce sens-là, en disant qu'on va reproduire le modèle du DPE. C'est écrit. Néanmoins, le gouvernement a confirmé la date de sortie de l'audit énergétique au 1er septembre. Et très clairement, ça sera le même fiasco que le DPE. Et nous espérons que la raison l'emportera et que le nouveau ministre, puisque l'ancienne ministre n'a pas fait long feu,
que le nouveau ministre, effectivement, prendra la décision sage de reporter les échéances de l'audit énergétique. C'est tout ce qu'on vous souhaite. On espère que le fiasco n'arrivera pas. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'avoir clarifié ce nouveau DPE avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Jean-Christophe Protet, je rappelle que vous êtes le président de Sidian. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci de votre écoute. Merci Sylvain, on se retrouve tout de suite évidemment pour la deuxième partie de la Cotimo. On vous l'avait promis, on parle Green Deal dans cette deuxième partie de la Cotimo sur le modèle du Green Deal européen. Les entreprises s'engagent pour passer elles aussi des Green Deal avec le gouvernement et plus spécifiquement avec le ministère de la Transition écologique auquel est rattaché, rappelons-le, le ministère du Logement. On aborde la question avec notre invitée aujourd'hui, Laurence Battre, qui nous accompagne, présidente de Foncia Administration de Biens. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans la Cotimo. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Expliquez-nous une première question assez simple. Que prévoient ces Green Deal-là ? En quoi consiste-t-il ? Oui, le Green Deal pour Foncia, c'est un engagement important qui concrétise quelque part tout ce que l'on a déjà initié en matière de rénovation énergétique et qui le concrétise avec le plan bâtiment durable. On a signé ce Green Deal le 24 mars dernier avec Philippe Pelletier et en présence effectivement de Stéphanie Dupuy-Lyon du ministère de la Transition écologique. Ce Green Deal, c'est vraiment la concrétisation de l'accélération que l'on veut engager en matière de rénovation énergétique et d'accompagnement de nos clients dans ce grand enjeu qu'est la rénovation énergétique. Donc accompagnement et objectif, c'est ça, des objectifs clairs de rénovation énergétique des bâtiments ? Absolument, c'est accompagnement et objectif. Accompagnement, donc on s'est engagé là-dessus en 2021 et notamment dans le cadre des nouvelles réglementations autour de la rénovation énergétique, avec un grand projet qui concerne toute la France, toutes les agences foncières, un projet qui est d'abord d'identifier dans les copropriétés que l'on gère les bâtiments qui sont concernés par cette rénovation énergétique. On en a 2400, donc c'est sur les 70 000 immeubles que l'on gère. C'est un grand projet de formation de nos gestionnaires à l'accompagnement de la rénovation énergétique et nous avons désigné dans toute la France 70 référents qui sont là pour accompagner nos gestionnaires. Et puis c'est un grand projet autour de l'anticipation et de la sensibilisation de nos clients à ces sujets-là, qui sont des sujets complexes à appréhender, qui demandent du temps, qui demandent beaucoup de temps de maturation, qui sont complexes opérationnellement et qui peuvent être aussi complexes financièrement. Donc grand projet d'engagement pour Foncia, effectivement. Gros projet d'engagement, effectivement. À terme, quelle année exactement, quels objectifs vous vous êtes fixés, 2030, 2050, ça aussi, ça fait partie de vos objectifs ? Oui, alors évidemment, les projets sont complexes, donc il faut être clair qu'il ne va pas y avoir un grand Big Bang. On va s'inscrire dans le temps. Il faut savoir que ça va prendre un peu de temps. Et nous fixons déjà... Alors, nous sommes engagés depuis 2021. D'ores et déjà, aujourd'hui, nous avons 20 immeubles qui ont été rénovés, 105 immeubles qui sont en projet, en études, avec des assistants maîtrise d'ouvrage. Nous nous engageons pour les 3 années prochaines à rénover 25 000 logements, à accompagner nos clients dans la rénovation de 25 000 logements. Mais soyons clairs, ça ne va pas être un Big Bang, ça va prendre du temps. Il va falloir ne rien lâcher, accompagner, anticiper, conseiller, travailler main dans la main avec les pouvoirs publics. Enfin, c'est un grand sujet et il n'y aura pas de Big Bang en la matière. Mais pour autant... on ne lâche rien, et on ne lâche rien. Pourquoi ? Parce que la rénovation énergétique, à la clé, c'est des avantages et des bénéfices importants, évidemment en termes de confort pour les résidents de ces logements, évidemment sur l'objectif 2050 de neutralité carbone et de bâtiments basse consommation. On doit y aller, et le bâtiment, c'est 25%, plus de 25% des gaz à effet de serre, émissions à effet de serre. Mais aussi de performance économique, évidemment. Et de performance économique, absolument, avec à la fois... Alors, c'est un peu plus compliqué à appréhender parce qu'effectivement, ça coûte cher au départ. Pour autant, avec la rénovation énergétique, on valorise le patrimoine de nos clients. Et puis aussi, c'est des économies en termes de charges de fonctionnement. Et quand on parle de pouvoir d'achat, et le pouvoir d'achat est très à la mode aujourd'hui, c'est des économies à la clé qui peuvent être assez significatives.
ayant en tête qu'un 60 mètres carrés, ça peut aller, peut représenter jusqu'à plus de 1 000 € par an de charges d'électricité et de chauffage. Et donc, accompagner par ces rénovations énergétiques une restitution de pouvoir d'achat est aussi évidemment complètement critique par les temps qui courent encore plus. Alors, vous êtes le premier syndic de France aujourd'hui. Vous avez un déploiement national et donc les enjeux qui vous caractérisent sont majeurs. On sait qu'aujourd'hui, alors les chiffres sont pas tout à fait exacts. Selon la FNAIM, les étiquettes F et G représentent 12 millions de logements. Selon le ministère, c'est 4,8 millions. Et le président de Sidiane, qui était sur le plateau il y a quelques minutes, nous dit 6 millions. Bon, ok. On est quelque part. Voilà, nous sommes quelque part. Bienvenue en France. Le sujet, c'est il faut bien loger les Français. Et donc cette contrainte sociale est une injonction sociale qui s'oppose parfois, dans une certaine mesure, à la réalité de l'offre qui aujourd'hui est un vrai sujet, car c'est pas la demande qui est concernée, vous le savez, c'est le manque cruel d'offres. La rénovation du bâti est un enjeu majeur. Je vous propose qu'on va regarder cette infographie qui est quand même très significative. Le bâtiment est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre et les copropriétés pèsent, comme vous le savez, pour 1/3 du parc résidentiel. La source est Stéphanie Dupillon, directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère de la Transition écologique. Donc on est tous d'accord, il n'y a plus de débat. Voilà, le changement climatique, c'est plus une option, mais il faut quand même loger les gens. Quand on voit le calendrier, je pense que ça a dû vous faire peur comme tout le monde. 2022, on va le gel des IRL pour la transformation. 2023, on commence à entrer dans un calendrier coercitif. Ensuite, c'est 2025 et 2034. Sur les 7 lettres énergétiques, 2 seront retirées du marché. Et on le sait, c'est plus de 100 milliards d'euros d'investissement pour la rénovation du parc bâti. Alors, beaucoup le feront, mais beaucoup ne le feront pas. Parce qu'on a des propriétaires incapables d'avoir forcément parfois des ressources pour pouvoir financer les travaux de rénovation énergétique. Quand on est à la tête aujourd'hui administration de biens du premier professionnel français, c'est une charge considérable. Alors, je ne vais pas bouder mon plaisir de vous avoir sur le plateau. Comment vous l'abordez, vous ? Est-ce que parfois vous vous dites, il y en a un peu marre, on va la ramener un peu en disant, écoutez, là, vous nous promettez définitivement pour des imbéciles, en disant que ce moratoire-là n'est pas tenable. Est-ce qu'on entend aujourd'hui dans la profession, surtout au lendemain d'une législative dans laquelle on va encore changer de ministre, à un moment donné, voilà, les professionnels, ils sont dans des équations difficiles à résoudre. On est dans des équations qui sont complexes à résoudre. Pour autant, on lâche rien et on travaille sur deux plans. Le premier plan, c'est évidemment tout le dialogue que l'on peut avoir avec le gouvernement au sein de la profession. Et actuellement, Pluriance travaille à des propositions pour faciliter le financement de cette rénovation énergétique, parce que le maître mot est vraiment dans la question du financement. Sur le fond, il n'y a pas de sujet, il faut y aller et on doit s'engager dans ces grands projets. Et puis, le deuxième aspect, c'est de travailler avec l'ensemble de nos copropriétaires, bailleurs ou résidents, et les accompagner dans l'identification et l'appel du méandre des aides qui peuvent exister. On a des aides évidemment au niveau étatique avec MaPrimeRénov'. On a des aides au niveau européen avec le Fonds européen de développement régional. On a des aides au niveau des collectivités locales et Foncia qui a cette force d'être à la fois au niveau national et très ancré dans les territoires est aussi en prise avec toutes ces agglomérations, ces collectivités locales qui se sont lancées en plus des aides nationales dans des programmes très particuliers. À Rennes, c'est Ville de demain. À Angers, c'est Mieux pour moi. Et nous sommes, grâce à notre emprise comme territoriale, nationale, européenne, en capacité d'accompagner mieux nos copropriétaires dans l'environnement actuel sur les financements qu'ils peuvent obtenir. Et on a l'enjeu de faire travailler ensemble tout cet écosystème-là. Ah mais il est fondamental. Ouais. Enfin, c'est le défi, vous l'évoquiez, le défi est absolument majeur et c'est collectivement qu'on réussira à le relever et pas de manière individuelle. Et je vais vous donner 3 illustrations sur 3 propriétés, enfin 3 copropriétés. L'une à Rennes où on a eu 40% de subventions sur un montant de plus de 2,7 millions de travaux. Ah oui. L'autre en Île-de-France où on a eu plus de 2 millions de subventions et à Sevran dans
en Seine-Saint-Denis. Là, on parle vraiment d'accompagnement, de valorisation du patrimoine et de restitution de pouvoir d'achat. Rénovation absolument majeure, 16 bâtiments, 600 logements, 22 millions d'euros de travaux, 95% de subventions grâce aux aides nationales, européennes et locales des collectivités locales. Donc on a aussi, nous, en tant que professionnels, en tant qu'acteurs de confiance, un rôle majeur à jouer pour accompagner nos clients dans ce méandre des subventions. Et encore une fois, c'est côté clients, c'est côté existants. Et on travaille aussi avec le gouvernement sur des propositions complémentaires pour accompagner le financement. Alors, on reconnaît bien là l'engagement moral et éthique du groupe Foncia. C'est très clair. Vous avez allusion à Pluriance qui regroupe donc les 13 premiers opérateurs français. Qui était présidé par Jean-Michel Camison et bientôt par Étienne de Quiré, le président de Sergic, à la tête de Pluriance. Dans les propositions que fait Pluriance, vous soutenez une idée, vous en avez parlé, c'est le statut du bailleur privé pour permettre l'amortissement généralisé. Est-ce que ça, c'est un élément qui permettrait, par exemple, de compléter ou de mieux financer la rénovation énergétique? Oui, très clairement. Ce dont bénéficient aujourd'hui les bailleurs qui sont en statut LMNP, d'amortissement. Ce que vous demandez, c'est sanctuariser l'amortissement pour tout le monde, personne physique ou morale. En tout cas, c'est une proposition de Pluriance qui permettrait effectivement d'accélérer de manière plutôt forte, ingénieuse, d'ailleurs. Plutôt ingénieuse, oui. Qui permettrait d'accélérer de manière extrêmement forte et d'accompagner ce grand enjeu de la rénovation énergétique. Ce qui est certain, c'est que la rénovation énergétique, on l'évoquait en début, ça ne sera pas un Big Bang, ça va coûter cher et il faut mobiliser l'ensemble des parties prenantes pour y arriver. C'est très clair. Une dernière question, il nous reste très peu de temps. Sur les bâtiments que vous avez ciblés, 2400, Oui. c'est ce que vous disiez. Qu'est-ce qui est rentré en compte là-dedans ? On a analysé le portefeuille des immeubles que nous gérons et nous avons regardé le niveau des charges d'électricité, nous avons regardé la qualité des installations de chauffage et puis la qualité ou le vieillissement de tout ce qui est isolation et notamment isolation extérieure ou toiture. Donc on a croisé, c'est toute l'expertise de Foncia, hein. On est extrêmement reconnu pour notre expertise en matière de gestion de travaux et d'analyse des immeubles. Et donc, on a croisé ces critères et c'est les 2400 immeubles qui sont... Vous le disiez, sur tout le territoire ? Sur tout le territoire. Ce sont nos 500 agences qui sont engagées dans ce projet et nos gestionnaires qui sont là pour sensibiliser leurs clients dans ce grand challenge qu'est la rénovation énergétique. Eh ben, on vous remercie beaucoup d'être venu répondre à nos questions aujourd'hui, d'avoir parlé rénovation énergétique des bâtiments. Laurence Battre, je le rappelle, vous êtes présidente de Foncia ADB. Merci. Sylvain également. Merci Eva et merci Laurence Battre. Très intéressant votre analyse. Je gage que nous vous reverrons sur le plateau de la Côte Imo. Voici venu le temps, non pas des cathédrales, mais bien de nous quitter, bien évidemment. Merci de nous avoir suivis dans la Côte Imo, diffusée en simultané sur Bismart et sur Radio Imo, chaque jour à midi. Merci à tous nos invités. On va se retrouver demain pour parler toujours d'immobilier, bien évidemment. Le mercredi, c'est tendance. On se voit toutes et tous demain. Belle journée et à demain.